Non, non, c'est bien Klaus Schwab. Donc, Ouais, il s'est viré du WEF, du Forum économique mondial. Toi, tu y étais à Davos. Je sais pas si tu as eu ouais. l'occasion de le rencontrer. Ben non, c'est vraiment moche parce que là, j'ai loupé ma chance. C'est persona non grata maintenant, hein. Ben ouais, mais écoute, le pauvre. Bon, déjà, il a quel âge? Ah ouais, il a 87 passé ans. les 80, ouais, c'est clair. 87. Donc, bon, il y a un moment, il faut aller cultiver son jardin, tu vois. C'était le moment de faire un petit break, de lever le pied, hein. Et puis, bon, Tu bah penses qu'il a la voilà, veste, il va toucher la veste ou pas? mais je pense qu'il la touche déjà, hein, tu vois. Mais visiblement, c'était pas assez. Mais on ne sait pas, en fait, il va y avoir une enquête et tout, mais comme il a quand même été débarqué un peu rapidement, on peut s'imaginer que voilà, c'était un peu chaud. Je pense que au-delà du fait qu'il faut quand même lui laisser qu'il a monté ce. Oh, et je dis pas ça parce que je pense que le web c'est le truc le plus merveilleux du monde, hein. C'est pas du tout ça. J'ai pas d'admiration pour ce truc. Mais en termes de business, si on le regarde comme un entrepreneur, le mec, il est à Davos. Donc, voilà, c'est pas facile de faire un event à Davos. Et le type, il monte un event où il y a tous les barons du monde qui viennent chaque année. C'est quand même phénoménal. C'est comme le Montreux Ouais. Jazz, mais en plus rémunérateur. Donc, du point Ouais, de vue surtout que c'est entrepreneur, pas facile ouais, d'organiser un event, c'est, même à New York, hein, c'est ouais, clair. exactement. Même à New York, tu galères. Alors à Davos, bonjour. Et en fait, il a quand même réussi à monter en quelques années un business. Si tu le regardes du point de vue du business, c'est juste brillantissime. Ouais. Et moi, je pense que le WEF, avant toute chose, c'était ça. Je dis c'était parce qu'ils ont un petit peu du plomb dans l'aile, mais ils ont une grosse transition qui les attend parce que le fondateur, il est plus là. Donc, c'est un moment délicat pour eux. Puis que tous les changements qui sont à l'œuvre dans le monde, ça va rendre la chose un petit peu plus compliquée. Mais si tu regardes purement en tant que business, ni toi ni moi, on a monté une conférence où tous les plus grands barons du monde se pressent chaque année. Et le gars, il a rendu cette ville riche. Le Mm. forum de Davos, c'est le truc qui fait tourner l'économie davosienne. C'est quand même c'est pas mal. Que ça serve à quelque chose ou pas, j'en sais rien du tout. Mais moi, je pense pas que ce soit très utile. Et puis, c'est un peu has-been. Mais n'empêche, en termes de business, c'est la classe, c'est cigare. Tu vois? Ouais. Et justement, tu penses enfin, maintenant ils l'ont remplacé par, attends, je trouve le nom là, l'ancien patron de Nestlé, Ouais, qui s'appelle Peter Brabeck ouais. Letmat. Et Brillantissime. brillantissime, mais il a quand même quelques casseroles. Enfin, je sais pas si tu avais entendu ce qui était sorti. Il avait dire que l'eau gratuite n'est pas un droit humain. Ouais, Donc, mais c'est on ne sait pas si possible. ça va être mieux ou pire que. Non, c'est vérifié, c'est un fait. Ouais, ouais. Alors, ok, C'est un fait. mais si tu veux, en fait, je pense que Peter Brabeck, c'est de sa génération, c'était un des hommes d'affaires les plus brillants qu'il y ait eu. Et puis, Ok. quand tu diriges une entreprise, tu n'es pas là pour les beaux yeux de la princesse. Et si tu peux vendre de l'eau, ben, tu le fais. C'est ça le taf. Ouais, ce qui est dur, c'est qu'il dit que c'est pas un droit humain, quoi. Donc, à Ouais, la limite, tu peux laisser. Enfin, dans son idée, c'est que tu peux laisser les gens crever de soif. Et puis, parce que tu dois. je pense pas que c'est ça qui se disait. Je pense que fondamentalement, il pensait qu'en fait, l'économie privée, elle serait plus à même de faire en sorte que tout un chacun ait de l'eau de qualité qu'un truc public. Personnellement, à titre personnel, d'un point de vue politique, moi, je pense que l'eau, ça devrait être un droit, ça devrait être comment on dit, un bien commun, hein, Ouais. et que voilà, c'est l'eau du robinet, que collectivement on paye et on met au pot pour faire que les réseaux d'eau soient performants et que l'eau soit de bonne qualité. Ça, c'est mon avis à moi, ok, en tant que citoyen. En plus, je le dis quand même pour les auditeurs, l'eau du robinet, c'est meilleur pour la santé. Donc voilà, moi je bois de l'eau du robinet, ça va très bien. Mais Tu as vu en maintenant, France, surtout, en parenthèse, il y a beaucoup de scandales hein, avec Nestlé ouais, Water, c'est tout. Même Perrier, apparemment, la source de Perrier, elle est mhm. contaminée et peut-être qu'ils vont la fermer définitivement. Mais ça, c'est une vieille affaire, non?
Ça, Bah là, elle est en train de ressortir, ouais. Tout est en train de ressortir. Il y avait eu bon, l'audition des gens de Nestlé Waters au Sénat, c'est encore possible. une fois. Mais si tu veux, après, moi, j'ai aucun problème avec, dans une économie de marché, à ce qu'il y ait des gens qui essayent de coopter l'eau pour en fait la monétiser. Il n'y a pas de problème. On monétise les pizzas. On pourrait dire que les pizzas, c'est un bien commun. En tout cas, la margarita. Et donc, moi, ça ne me choque pas, en fait. C'est simplement qu'ils ont un business, ils veulent le faire tourner, puis que s'ils peuvent mettre de l'eau en bouteille et la vendre, eh ben, ils le font parce que ça ramène un profit. Donc, je ne suis pas heurté par le fait qu'une entreprise privée, elle essaye de monétiser l'eau. Pas du tout. Et je pense qu'il y a des tas de cas d'usage où, en fait, c'est très pertinent pour la société parce que s'il y a une catastrophe, il faut de l'eau en bouteille qu'on puisse amener aux gens, etc. Et les compagnies privées le font très bien. Ceci dit, si le veut, la posture politique que moi je prendrais, je pense que l'intérêt commun supérieur, c'est de dire qu'en fait, l'accès à l'eau potable, c'est vraiment un bien commun et qu'on doit dire, eh ben, on ne peut pas s'approprier des sources naturelles d'eau. Moi, j'irais dans cette direction. Mais le fait que Brabeck, qui est le grand patron de Nestlé et qui a été un chef, qui est toujours un chef d'entreprise absolument extraordinaire, c'est un gars extraordinaire. Le fait que lui, il prenne cette posture, c'est normal. Si toi et moi, demain, on était bombardés qu'au CEO de Nestlé, ce qui n'arrivera pas, hein, je rassure tout de suite Je rassure des tout le monde. auditeurs, on risque rien, hein, on est tranquille. Mais expérience de pensée, si demain on est à la tête de Nestlé, je te garantis que nous, on explique que l'eau, il faut qu'elle soit privatisée. C'est sûr, c'est ça notre boulot. Ah, t'es payé pour ça. Ben Je ouais, pense que le plus gros problème, c'est de dire que c'est pas un droit humain. Je pense que c'est sur la sémantique, en fait. oui, je suis C'est ça qui d'accord. choque les gens. Et après, pour ce que tu disais, privatiser les sources, c'est ce que fait un peu Coca. Ouais, Genre et Coca au moi je trouve, Mexique. ouais, je trouve personnellement que c'est un scandale. Ouais. Si tu veux, à titre citoyen, je trouve que c'est un scandale infini et c'est stupide parce que l'eau en bouteille, elle n'est pas de meilleure qualité que l'eau du robinet, si tant est que les pouvoirs publics investissent les sommes qu'il faut pour assainir ces réseaux, etc. C'est du boulot de mettre de l'eau. Et moi d'ailleurs, je suis un grand fan des fontaines publiques. Tu es dans la rue, tu Ah as un oui. peu soif, Oui. tu as une fontaine, eau potable, allez-y, tu bois directement là. Moi, je trouve ça super. Maintenant, si tu es restaurateur, puis que tu es près d'un lieu touristique, et puis qu'en fait, les gens, ils vont tous se désaltérer à la fontaine, et puis que toi, tu vends une San Pellegrino à 7 francs 50, tu dis, Oui. ben, cette fontaine, c'est une bêtise. Donc, comme restaurateur, tu ne vas pas forcément dire, je suis pour que l'eau, ce soit pas un bien, comment c'était, un bien public ou un droit humain, tu vois, Bah, un tu droit humain, ouais. ne vas pas aussi loin, mais n'empêche que sur le petit endroit où tu es, tu vas dire non, mais le droit humain d'avoir une fontaine, moi je suis pour qu'on l'enlève parce que je ne fais pas mon chiffre à la fin de la journée sur ma terrasse. Mais t'as vu, entre parenthèses, c'est drôle ce que tu dis. Je sais pas si tu es allé récemment au Molino. Le, Oui, le- j'adore. t'as vu, c'est très bon, hein. Non, c'est Ouais, super bon ce qu'ils font et tout. Mais le truc, c'est que maintenant, si tu demandes une carafe d'eau ou même une San Pellegrino, en fait, ils font leur propre eau filtrée, tu vois. ouais, Donc, ils te donnent une carafe et il va te dire, ouais, c'est de l'eau filtrée. Et puis, je crois qu'il te la facture 7 ou 8 balles, tu vois. Alors que ouais, c'est ouais. presque que de l'eau du robinet qu'ils ont passé dans un filtre et tout. Alors, Donc, moi, j'ai aucun problème avec ça. Je jusqu'où comprends le allons-nous? souci. Non, non, mais je n'ai pas de souci avec ça parce que je pense que c'est beaucoup plus intelligent que de vendre la San Pellegrino. Ouais, économiquement parlant, oui. Parce que le restaurateur, il te vend une pizza. Mais tu n'as plus le droit à la carafe. Tu vois ce que je veux dire? Bah, La carafe d'eau, qui a le droit, ton simplement, elle n'est droit pas humain, gratuite. il Ouais, mais est. le fait, non, si tu vas, alors attention, si tu vas boire de l'eau à une fontaine publique, c'est gratos, il n'y a pas de problème. Mais tu n'as pas une chaise, tu n'as pas une table, on t'amène pas un verre, etc., etc. Si tu vas dans une pizzeria et que tu manges une pizza et que tu prends de l'eau, on te facture l'eau du robinet filtrée, ça c'est un peu du marketing pour dire que tu as fait quelque chose. Mais la vérité, c'est que Ajouter de la valeur. tu payes le pain qu'on te sert à table, les couverts, l'amortissement des tables et des chaises, le nettoyage des toilettes, la location de la salle, etc. Il faut bien le payer. Alors, la réalité, c'est que le modèle d'affaires des restaurants, c'est le pire modèle d'affaires qui soit. Parce que tu peux être copié, ça dure jamais longtemps, c'est l'horreur, tu vois. C'est comme modèle d'affaires, c'est l'enfer. Mais
D'ailleurs, Peter Thiel, il l'explique très bien. On ne va pas refaire son explication, mais en gros, tout le monde peut te copier. Il n'y a pas de barrière d'entrée. Enfin bref, c'est Tout le monde l'horreur. dit qu'il est unique. Ouais, évidemment. Et ça fait presque mal au cœur, mais bon, il faut bien. Bah voilà, des fois, les gens se lancent là-dedans. Le truc que je voulais dire, c'est que à choisir, si on ne paye pas les boissons, la pizzeria ferme parce qu'elle a plus de profit. Imaginons, hein. Donc, du coup, on a deux choix. Soit on vend de la San Pellegrino qui est venue par camion d'Italie ou de je ne sais où, et ça fait une pollution de dingue, et d'aller mettre de l'eau en bouteille en Italie il y a même cette eau absolument stupide là qui vient des îles Fidji. Je sais pas si tu as Ouais, déjà vu ça. oui, J'avais une bien sûr. fois, J'ai déjà et il y a aussi consommé de ça. l'eau norvégienne. Je sais plus comment ça s'appelle. Ce sont de grandes bouteilles très très belles, mais c'est des prix de fou. Et ça, alors, je trouve que là, on atteint un niveau de bêtise infamant parce que faire 3 fois le tour de la Terre à des bouteilles d'eau en plus en verre, donc ça devient très très lourd. Donc ça, c'est vraiment bête. Donc je préférerais 1000 fois qu'on nous vende des carafes d'eau dans les restaurants pour simplement qu'ils arrivent à en vivre, parce qu'en fait, on te fournit une table, etc., etc., puis que l'eau, bah, c'est pas gratos, sinon ils ne s'en sortent pas. Moi, ça ne me choque pas du tout. Mais ce Mais qui est dur pour les gens, c'est le changement. c'est ça, c'est que tu passes de 0 Mhm. à 8 balles. Tu vois, Ouais. c'est comme ton café maintenant. Bon, pour les auditeurs français, en France, je crois que ça doit être presque 2 euros. Là, ici, il est passé à 4 francs. Mhm. Donc, 4 euros le café, tu vois. Et ça nous amène sur les tarifs, sur Ouais. notre discussion du jour. C'est qu'à un Ouais. moment donné, où on stoppe les prix. Donc, tu as ta carafe, elle était à 0, elle passe à 8 balles parce que c'est vrai que c'est dur. Et nous, on le voit à Genève, tu as de plus en plus de Mhm. restos qui ferment et tout le monde est unique, tout le monde. Donc, il reste 2 ans sur le marché, le temps de cramer leur deuxième pilier, et après, il n'y a plus rien. Mhm. Et puis maintenant, le café à 4 balles. Et puis, à Zurich, il est déjà à 7,50 €, presque 8 euros, enfin 8 francs. Et maintenant, avec les tarifs, c'est. Bon, alors, le, le, le truc, c'est que ce qui se passe, en fait, c'est qu'en partie à cause des tarifs, mais ça a commencé il y a bien quelques années en Angleterre, par exemple, hein, suite au Brexit. En fait, il y a une inflation, je pense que tout le monde a senti, en fait, simplement en allant faire des courses à la Migros, à la Coop ou chez Carrefour, les gens, ils voient bien que ça coûte plus cher. D'ailleurs, je le rementionne, il y avait le CEO de la Migros qui avait fait ce commentaire comme quoi il renonçait à 500 millions de profits, genre, il nous fait un cadeau. Mais puis qu'il fallait plus aller chez Lidl. Moi, depuis qu'il a dit ça, je ne vais que chez Lidl. C'est sérieux. Ouais, ouais, Moi, j'ai parce plus que, la Migros aussi, je te jure. mais C'est la tu sais, COP ou moi, Déter. j'adore la Migros, j'adore la Coop, c'est pas ça. Mais le patron de la Migros qui t'explique qu'il te fait un cadeau en prenant pas un profit et que du coup, il faut pas aller chez Lidl, j'ai dit, mais mec, si le seul moyen que vous soyez raisonnable en termes de marge, c'est qu'on aille chez la concurrence, ben, tu peux compter sur moi. Tu vois? Ouais, 100%. Voilà. Mais bon, Surtout, ils font 32 milliards par année, hein, de voilà. chiffre d'affaires, c'est énorme. Ouais, ouais, ouais. Donc, bon, bref, c'est pas pour critiquer la Migros, mais on sent bien qu'en fait, et ça s'appelle l'inflation, ça veut dire que ce qu'on achète tous les jours, le lait, les œufs, la viande, nanani, les salades, ça, c'est par petits coups de 10 centimes par-ci, par-là, tu le sens pas passer, mais 2 ans plus tard, tu te rends compte que tu faisais les courses pour, je sais pas, 50 francs et tout d'un coup, tu es à 75. Enfin, ça, on sent bien que c'est un peu plus dur. Et ça, en fait, en Angleterre, ça fait un moment qu'il y a une inflation qui est tout à fait importante, en bonne partie à cause du Brexit. Et qui ça fait souffrir? Réfléchissons 2 secondes. On va prendre 2 cas. On va prendre le cas d'une famille avec 2 enfants adolescents qui mangent énormément. Et il y a monsieur qui fait un 80%, il travaille dans une administration à l'État de Genève, et madame qui est, je ne sais pas, elle aura je sais pas, un salon de coiffure, etc. Elle est à son compte. La vérité, c'est qu'en fait, ils bossent tous les deux comme des dingues, ils trouvent du temps pour élever leurs enfants, mais ils ne sont pas riches. C'est-à-dire que c'est pas qu'ils ont 1 million ou 10 millions sur un compte cash dont ils peuvent disposer à bien plaire. D'accord? Ils ne sont pas riches. Donc, en fait, ils vivent avec ce qu'ils gagnent chaque mois. Et ben, ils payent des impôts, etc., etc. Et puis, ils ont des enfants. Donc, en fait, ça, c'est aussi quelque chose de financièrement, en fait, c'est une catastrophe. Mais ceci dit, c'est génial. C'est la grande aventure de la vie, mais c'est quand même, c'est pas donné.
Et du coup, ils font comme ils peuvent, mais ils tirent un peu le diable par la queue. Et en fait, ces gens-là qui travaillent, qui sont insérés dans la société, qui créent de la valeur, qui ont une famille, en fait, ils souffrent parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent. Maintenant, admettons que tu aies 100 millions sur un compte. Donc, en fait, tu vis des intérêts, des intérêts. Enfin, je ne sais pas, toi qui es banquier, est-ce qu'on peut vivre des intérêts, des Je suis intérêts pas sur banquier, chaque compte? ouais. Non, mais tu as été À banquier. l'époque. C'est ce qui se rapproche le plus d'un vrai banquier. Non, mais bien sûr, il y en a qui vivent que de ça, hein. Et Ouais. après, ils vivent des revenus passifs. Mais genre, il faut combien? C'est quoi? 50 millions? Ouais, En gros, à partir de 30, t'es bien, quoi. voilà, 30. Mettons 30, 30. c'est bon. Soyons modestes. Hein? Tu as 30 millions cash sur un compte. Bon, déjà, gros Non, même compte. pas cash, c'est d'assets assets sous gestion et puis 5, 7 millions cash. Ouais, 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 ouais. Comme on se sent bien. Là, si les auditeurs ont le même sentiment, j'ai chaud au cœur, là. On est bien. c'est OK. bien là. Voilà, on a 30 millions. Tu as combien sur ton compte? Bon, je sais pas, entre 5 et 7 millions. J'ai pris un peu des yens. Voilà, tu peux commencer à dire des trucs. J'achète de l'or. Ouais, c'est bon, ça. On est dans ce mood. Le lait, il coûte plus cher. Tu le vois même pas. Si ça se trouve, c'est Non. pas toi qui fais tes courses. Euh, si ça se trouve, tu bois pas de lait. Non, mais le truc, c'est que ça te change rien dans ton quotidien. Si le prix de la nourriture, parce que le prix de la nourriture, en fait, dans ton budget, en fait, c'est complètement absorbable. Si tu as une inflation de 3% sur les produits de grande consommation, c'est complètement indolore. Ouais, surtout que ce type de personnes, enfin, elles mangent pas souvent à la maison, tu vois. Voilà. Donc en fait, et tout d'un coup, s'ils se disent ah non, mais en fait, ça va pas, alors je vais commander mes produits sur Internet, ils ont aussi les moyens de faire en sorte de s'en sortir. Tandis que je reviens à cette histoire de ce couple où ils travaillent et ils ont des enfants en bas âge. En fait, ils n'ont simplement pas le temps, l'énergie, les ressources financières pour en fait faire un trust aux îles Caïmans pour échapper à l'impôt. Tu Mhm. vois? Voilà. Donc en fait, en gros, pour le dire autrement, quand tu es salarié, tes moyens d'améliorer ton quotidien, ils ne sont pas infinis, même très réduits. Et quand tu es très, très riche, en fait, tu es libre. Et du coup, tu ne subis pas du tout l'inflation parce que tu as un banquier privé qui va faire les bons investissements pour que tu puisses protéger ton capital et le faire grandir. Et donc, là où je voulais en venir, c'est qu'en fait, l'inflation en général, donc les biens de consommation dont on a besoin pour vivre, acheter des baskets, je ne sais pas moi, acheter un casque pour faire un podcast, etc., eh ben, ils coûtent de plus en plus cher. Donc, quand tu payes ça avec ta paie de fin du mois, ben, tu souffres. Alors que quand tu es riche, en fait, tu n'en souffres pas du tout. Tu te plains, mais tu n'en souffres pas. Et tu as, si ça se trouve, un banquier privé qui gère ça pour toi. Et s'il ne le gère pas assez bien, ben, tu cries. Donc, c'est un monde qui est complètement. Donc, l'inflation, c'est un problème pour les gens, pour les travailleurs ou les pauvres. Alors, je pense que si Ouais. tu es très, très pauvre, tu t'en fiches parce que tu as de l'inflation sur des trucs que tu n'achètes pas. Ouais, foutu pour foutu, quoi. Toi, foutu pour foutu, tu n'en as plus rien à carrer. Donc, mais c'est Ouais. vraiment cette classe, disons, de modeste à relativement aisée qui travaille beaucoup. Les gens qui travaillent, et c'est eux, en fait, qui se font spolier. C'est eux qui se font piquer leur pognon. Et du coup, c'est dur pour la majorité des gens et ça tend en fait les gens parce ils peuvent acheter moins de cadeaux à Noël, ils peuvent moins faire de vacances, etc., etc. Et puis déjà, ils arrivent moins à finir le mois déjà. Ouais, Même sans les cadeaux et tout, à ouais, partir du 10 ou c'est 15 du mois, t'as plus rien, quoi. bah bien sûr. Et ça, c'est quand même très désagréable. Pourquoi? Parce que la nature humaine, elle fonctionne comme ça. On évalue un peu son bonheur avec les gens qu'on côtoie. Si tu es dans un quartier un peu pourri et que tu n'as vraiment pas de thunes, mais que tu es quand même le plus riche de l'immeuble, ça va. Mm. Tu vois? On regarde en fait les gens qui sont autour. Et ce qu'on a horreur, les humains ont horreur du changement. Changer, c'est très difficile. Mais alors, changer vers le moins bien, ça,
c'est vraiment affreux. Downgrader, c'est dur. Ouais, downgrader, c'est pas bon. Donc voilà, les gens sont un peu vénères et moi je les comprends et je pense qu'en fait, on redit, en fait, c'est le moment rêvé, en fait, pour monter une boîte parce qu'il y a l'IA, qu'on a des possibilités qu'on n'avait pas il y a ne serait-ce que 5 ans et que Ouais, même l'avenir, 2 ans. ouais, ou 2 ans, Même, et même 2 ans, c'est absolument. incroyable. Et moi, je suis en train de préparer toute une présentation pour la faire à Genève. On fait Ouais. des masterclass IA, mais Fédération des entreprises. ouais, ouais. Et du coup, je suis en train de préparer ce truc, mais je te les enverrai d'ailleurs, mais c'est une dinguerie de dingue. Et en repréparant ce truc-là, donc domaine que je connais déjà, bon, tu vois, tu vérifies les sources, tu trouves les dernières nouveautés, tu vois, tu mets tout à jour. Ça me re-hallucine. C'est tellement Ouais. puissant, c'est tellement, c'est un monde si nouveau en fait qui s'offre à nous, où en fait, si on est habile avec les gens, donc il faut développer le relationnel d'être humain à être humain, et il faut être ultra curieux. Il ne faut pas avoir peur d'essayer, d'apprendre, d'essayer, d'apprendre, d'essayer, d'apprendre. Et, et il faut être endurant et courageux. C'est comme toujours, hein, c'est comme dans le sport. Si tu vas t'entraîner qu'un seul après-midi au foot, c'est pas merveilleux, quoi. Puis après, si tu Ouais. n'as pas de talent au foot, ce qui est mon cas, bah, tu peux même t'entraîner beaucoup, puis ça marche quand même pas. Mais tu vois, donc c'est toujours bien d'avoir du talent, mais se préoccuper de la manière dont on interagit avec les gens, être infiniment curieux, puis être endurant. Et si on cultive en fait ces 3 traits de caractère ou ces 3 qualités, on a maintenant des outils absolument incroyables pour faire la différence. Il n'y a plus besoin d'être dans un grand groupe international. Il faut y aller. Tu sais que moi, Et je me disais, je parlais avec des potes et je leur disais il y a 3 mois en arrière, à peu près 3 mois et demi, Mhm. je leur disais, ouais, je pense que je vais apprendre à coder et tout, je Ouais. pense que c'est le bon moment et tout. Et maintenant, je suis plus du tout intéressé. Enfin, en ayant découvert Replit ou bien Lovable, des plateformes comme Ouais. ça, c'est que même le fait de programmer, tu n'as plus besoin. Et ça a changé en l'espace de 3 mois, quoi, Ouais. maximum. Ouais. Mais c'est là je ne sais pas si tu as vu la déclaration toi tu l'aimes beaucoup, Yann LeCun de Mhm. Meta, où il te disait en gros, hein, enfin, là j'exagère un peu, mais que les LLM, c'est un flop, tout ce qui est ChatGPT et tout, Alors, et que derrière, il y a des choses qui sont encore plus incroyables qui vont venir. Alors, Là, je t'attaque au on cœur, se là. pose 5 minutes et on explique. Il faut respirer un grand coup. Il faut réinstaller l'application Petit Bambou et se remettre à faire du yoga. Alors, Yann LeCun, c'est un des grands architectes, penseurs, découvreurs, chercheurs de l'intelligence artificielle. Donc, ce mec, c'est le Ronaldo de l'IA. D'accord? Ouais, des Vraiment. maths. Oui, et puis il a consacré sa vie à faire de la. C'est un chercheur, mais il est en dehors de l'écran, il est là. Voilà. Il est méga, méga, méga fort et c'est le patron si je ne dis pas de bêtises, son titre est peut-être un peu différent, mais c'est le patron de la recherche dans l'IA, la recherche, pas les applicatifs, mais la recherche dans l'IA chez Meta. Donc, je veux dire, tu n'as pas ce job si tu n'es pas méga, méga fort. OK? Mais ce qu'il faut voir, en fait, c'est que. Le salaire aussi, hein, parenthèse, il doit être Ah bah, facilement j'espère pour lui. Hein. à 10-20 millions par année, hein. Parlons Je- d'inflation. Attends, je Google. Le mec, il doit être. Bah oui, vu que comment il s'appelle, OpenAI, il donne des salaires à 10 millions, Attends, lui, il attends, doit être à un truc, une what vingtaine is. de millions de dollars par année. C'est un Attends. Français en plus, hein. On cherche. Mais quel que soit le chiffre, il les mérite. Attends. Tu cherches sur quoi? Je sais pas, j'ai cherché en anglais. Je me dis, tu sais, les Américains, Non, ils mais sont sur quoi? assez. Sur ChatGPT? Non, sur Non, Google. Google, à l'ancienne. Je te taquine. Hein? Attends, ouais, je Tu suis à utilises l'ancienne, encore moi. Google? Ouais, ouais, ouais. C'est Ah, interdit, mais ça. ça, alors, on peut en parler aussi. Moi, je pense que Google, ils vont gagner. Hein. Tu sais que Attends. j'ai stoppé mon abonnement avec ChatGPT. C'est vrai? J'ai arrêté la version payante. Ouais. Maintenant, je suis full grok. Ah, OK. Ouais, ChatGPT, j'ai arrêté. Eh ben, écoute, message aux auditeurs, en fait, vous pouvez changer d'IA de mois en mois. Hein. Aucune fidélité Ouais, requise. ouais, 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 c'est vrai. Hein.
C'est vrai. Mais je partage son avis par rapport au flop, mais je te laisse revenir. Je t'ai coupé sur son salaire, donc reviens sur ton Non, alors explication. j'ai mis dans ChatGPT, ils disent voilà, entre 230 et 338 000 par année en dollars, bien sûr. Non. Puis il y a des bonus et des stock options d'1 million par année, mais peu importe, ce serait 10 fois plus en fait, c'est complètement OK. Ce Mais mec c'est sûr que est. c'est 10 fois plus, c'est sûr. Ouais, mais C'est sûr. j'espère. Enfin, mais c'est un mec brillantissime. Et en fait, il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'il a beaucoup poussé. C'est probablement, en tout cas, en bonne partie grâce à lui qu'en fait, les IA de Meta sont open source, ce qui est quand même c'est un choix intelligent, visionnaire, long terme, partageux et extrêmement smart de la part de Meta. Donc, je pense que là, il faut l'en remercier. Et puis la deuxième chose, c'est qu'en fait, Yann LeCun, il fait souvent des commentaires. Il a dit l'autre jour que les LLM, ça ne l'intéressait plus. Ouais, Alors, je suis d'accord avec plusieurs, lui. plusieurs commentaires. Il faut voir le parcours de ce Yann LeCun. En fait, c'est un chercheur. On a le Bon. même parcours, lui et moi. Oui. Ah bon? Mais sérieux? Faut que tu nous expliques comment. N'importe quoi. Non, mais c'est un chercheur. Alors, quand tu es chercheur, ce qui compte, c'est les articles que tu publies. D'accord? Ouais, c'est vrai, les Tu publications. n'as pas besoin de faire de l'industriel ou de l'industrialisation, tu dois publier des articles. Et publier un article, c'est quoi? C'est comprendre quelque chose avant tout le monde et le mettre sous forme écrite dans un article dont tout le monde peut s'inspirer. Donc en fait, tu prends la paternité en fait d'une idée parce que tu es le premier à l'avoir publiée. Et il a quand même publié des trucs de fou. Ça a été un des grands patrons des LLM. Et quand ce gars-là te dit non, les LLM, ça ne m'intéresse plus, il faut une autre architecture, on ne rentre pas dans les détails, c'est qu'il voit au-delà de ce qu'on fait maintenant, une suite en termes d'architecture technique des intelligences artificielles qui permettra d'aller au next level. D'accord? Mmh. Et je ne pense pas que dans son esprit, ça signifie que on va appeler ça les LLM aujourd'hui ne servent à rien, soient inutiles ou ne vont pas changer le monde. Ce qu'il dit, c'est autre chose. Ce qu'il dit, les LLM, c'est une position de big boss qu'il prend. Il dit, bon, bah, les LLM, vous savez, ça, c'est un vieux truc. Tu vois, comme c'est classe. Moi, ce que je regarde, c'est 15 coups plus loin. Oh, puis il y en a plein aussi des LLM, c'est ça le problème. Oui. C'est qu'on était tous avec ChatGPT, Mais, OpenAI, machin, puis chaque semaine, tu en as un nouveau qui ouais. sort. mais lui, il parle d'architecture. Ouais. Et c'est utilisé partout par Meta. Maintenant, il y en a dans WhatsApp, il y en a de partout, il y en a dans Instagram. Ils utilisent ça pour réguler le contenu. Enfin bref, c'est un outil que Meta a mis en place. Mais Yann LeCun, il faut l'écouter, le lire et bien faire bien attention à ce qu'il écrit, mais il faut comprendre le contexte dans lequel il le dit. Et si tu le vois en fait comme le tout meilleur ou un des, je sais pas, des 3 meilleurs chercheurs au monde dans l'IA, voilà. Je ne connais pas assez les détails de la recherche en IA, mais il est méga fort. Et ce qu'il annonce, en fait, c'est une prochaine architecture. Mais c'est un peu comme si un spécialiste des microprocesseurs ou des GPU t'expliquait que la prochaine architecture des GPU, elle allait être différente. Tu dis, bah ok, Ouais. peace, je suis d'accord, tu vois. Mais c'est une bataille de chercheurs, c'est pas une bataille d'industriels. Alors maintenant, si on revient à ce qui nous intéresse, nous, c'est-à-dire ce sont les applications pratiques de l'intelligence artificielle qu'on devrait renommer intelligence abondante, parce que ça va permettre de mettre des choses ou des machines plutôt intelligentes partout. Si on le voit dans ce contexte-là, alors on arrive dans une nouvelle ère pour l'humanité. C'est une des plus grandes révolutions qu'on n'aura jamais connues. Je trouve ça hyper excitant. Et les LLM, on va les appeler comme ça, hein, ChatGPT comme il est aujourd'hui, admettons qu'ils ne progressent plus, ce qui n'est pas le cas parce qu'ils continuent à progresser très vite, mais admettons qu'ils ne progressent plus. Ça bouleverse déjà le monde. D'accord? Si la performance restait stable, on est déjà dans une autre époque. Donc, il ne faut pas
il y a différents niveaux de discours. Et quand Yann LeCun s'exprime, il faut faire à la générale de Gaulle, hein, juger large, viser haut, voir loin. Il a du coffre, ce mec. Donc, il faut examiner sa parole comme celle d'un chercheur brillantissime et visionnaire qui donne une indication sur les prochaines grandes étapes à franchir pour arriver vers l'AGI. Donc, la personne, il n'y a pas vraiment de définition, mais cette espèce d'intelligence artificielle généralisée qui sera un jour plus intelligente que tous les humains mis ensemble. Bon, voilà, on ne sait pas trop ce que c'est, ni ce que ça aura comme conséquence, mais on sent bien que c'est énorme. Et lui, ce qu'il dit, c'est que par moment, les LLM sont plus cons qu'un chat. Ah Tu oui. vois, et il a raison. Donc, Moi, je pense, je me permets de rebondir là-dessus. Je pense que la vraie révolution, on a eu ce aha moment avec ChatGPT et tout, mais la vraie révolution, je pense que c'est les agents. C'est là où justement tu peux leur donner des tâches à faire, tu peux enfin, tu vois, ils bossent à ta place en gros. Et Ouais. je le vois, enfin moi j'ai utilisé Replit et tout, j'ai commencé à essayer de développer une sorte de petite app. Et je connais rien en coding, enfin en programmation, rien du tout. Donc là, tu le promptes, enfin, tu écris ton texte comme si tu écrivais du texte sur ChatGPT, c'est lui qui te développe le code, il t'explique, il le débug. Et je pense que lui, c'est un agent typiquement de programmation et la vraie différence, elle est là pour moi. Non, non, mais entièrement d'accord. On avait fait un truc sur les agents il y a peut-être 3 mois en arrière. Ouais, On ouais. mettra parce On que peut toi mettre aussi, le tu es un lien. visionnaire. Tu On en peut. parlais déjà. Alors, dans le livre 4 mois. Manufacture Thinking, je ne sais plus de quelle année, je pense de l'année passée, en fait. Moi, j'ai écrit effectivement tout le chapitre sur les agents, livre en Ah ouais. français, dont je recommande la lecture, malheureusement déjà Tu épuisé. étais en avance. Tu avais déjà une année d'avance sur le reste des personnes. Ouais, oh, c'était pas. Ne sois pas modeste. Non, Non, mais mais c'est vrai. bon, mais tu Attends, sais, je vais ça, regarder quand est-ce qu'on a fait la c'est vidéo sur les agents. Attends, on l'a sorti quand ce bouquin? Pouf, livre. C'était l'été dernier, non? Je sais plus. Ouais, oui, c'est ça. Ouais, 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 ouais. Mais 2024. Oui, oui, l'été dernier, mais tu vois, on l'a écrit, genre, je sais pas, c'était peut-être en février-mars Ah ouais. 2024. Ah bah oui. Tu sais, quand tu publies un bouquin, en gros, là, on est en train d'écrire le suivant, mais en gros, en mai, tu dois donner tes textes définitifs. Ouais. Après, comme c'est un ouvrage qui est écrit, un ouvrage collectif avec une vingtaine de personnes, après, il faut un peu revoir les textes. Et puis, le deadline, il est genre mi-juin. Et en mi-juin, tu dois donner à l'éditeur, tu dois lui dire, voilà, c'est le texte définitif et on touche plus rien. Et puis Ok. après, pendant tout l'été, ils font une mise en page, etc., etc. Ils font les premiers tirages, ils impriment, et puis on fera le lancement du prochain livre, je ne sais pas, à l'automne, quoi, en septembre, octobre, novembre. Donc en fait, quand tu fais la pub d'un livre, tu l'as écrit, tu as mis la dernière touche 6 mois avant. Et toi, t'es tombé comment sur les agents IA, entre parenthèses? Moi, je réfléchissais à l'opportunité d'acheter une société qui faisait un logiciel, d'accord? Et puis, donc la transaction s'est pas faite, j'ai pas acheté cette société, mais quand tu fais un truc comme ça, en fait, tu dois réfléchir à quels sont il y a un côté optimiste, c'est qu'est-ce qui va bien se passer et que tu vas pouvoir faire. Puis après, il y a des risques peut-être qui vont t'arriver dessus. Et en fait, ce dont j'ai pris conscience en fait en me mettant à utiliser ChatGPT, en recommençant à coder, c'est que j'ai très rapidement senti, si tu veux, que ça allait complètement changer le monde de la fabrication du savoir, du traitement de l'information, et le monde des bits, si tu veux, qu'il allait fondamentalement changer. Et du coup, je pense que si tu es éditeur logiciel aujourd'hui, je ne sais pas, tu fais un logiciel pour la gestion des flottes de voitures en entreprise, imaginons. Eh ben, tu vas avoir, je ne sais pas, soyons concrets, un millier de clients qui prennent ton petit logiciel parce que ça permet de gérer les flottes de voitures dans une entreprise.
Et là, tu vas avoir un modèle d'affaires où tu vas faire payer, je ne sais pas, quelques francs ou quelques dizaines d'euros par accès, etc., etc. Puis tu t'en sors. Et puis en fait, maintenant, si quelqu'un va sur lovable.dev ou same.new, il peut recoder ton application, allez, on va dire une semaine. Bon, alors il ne va pas te piquer tous tes clients parce que tu as un lien avec eux, qu'ils utilisent déjà ton logiciel, qu'ils n'ont pas envie de changer. Mais quand même, tu es tout d'un coup en danger. Parce que moi qui ai quand même dirigé des boîtes où on faisait des logiciels, quand tu voulais faire un gros logiciel, il te fallait une équipe de, je ne sais pas, 5 à 10 personnes pendant une année. Une chance sur deux que ça ne fonctionne pas de toute manière. Les projets informatiques, de développement informatique, en fait, en règle générale, ça foire. La question, c'est quand et combien, tu vois. Ça peut foirer complètement ou un peu. Mais très souvent, le développement informatique, en tout cas, on va dire à l'époque, donc il y a 3 ans, en fait, c'était un sport de combat, c'est du MMA. C'était très difficile et très souvent, en fait, tu ne t'y retrouvais pas. Mais maintenant, si tu engages, on va être concret. On va dire que tu engages, allez, on va dire il y a 10 ans, tu engages 10 ingénieurs qui te coûtent 100 000 euros par année chacun. C'est juste pour faire des chiffres ronds, ça veut dire 1 million par année. Et puis qui travaillent une année sur un logiciel. Donc, tu les as engagés. Il faut déjà imaginer, ça va être plus que ça parce que tu n'as pas engagé les 10 en même temps. Hein, ce n'est pas qu'ils commencent tous les 10 en même temps un lundi. Donc, ça te coûte encore plus qu'un million. Mais bon, on va dire, allez, 1 250 000 euros. Et tu as un logiciel et tu n'as pas encore fait une seule vente. Waouh, c'est chaud. C'est un gros risque entrepreneurial. Tu dois mobiliser beaucoup de capital. Tu prends un gros risque. Maintenant, en fait, tu vas sur Lovable, tu trouves, tu as un copain qui te dit: Ah, Younes, ouais, tu vois, moi, j'aurais besoin d'une petite app qui me fasse ça. Et 2 jours après, tu lui envoies un lien, tu lui dis: Salut Momo, voilà, je t'ai codé l'app, dis-moi ce que tu en penses. Et ça fonctionne. Mais, mec, c'est un autre monde, tu vois? C'est un autre monde, en fait, qui nous tend les bras, où, en fait, le fait de développer un logiciel, c'est à terme quelque chose qui n'est plus, qui n'est plus vendable. Alors, il faut C'est une pas se grosse tromper. remise en question, hein. Bah oui, Parce que c'est bah, vrai que les boîtes qui te facturaient ce ouais, développement et tout, bah ouais. le rapport de force s'inverse. Bah oui, et typiquement pour un logiciel comme Salesforce, où en fait tu payes des prix d'accès qui sont fous. Bah voilà, avant, tu veux refaire Salesforce, force à toi, mon ami, tu vois. Mais les gens, ils n'utilisent jamais l'entièreté de Salesforce, ils en utilisent un Non. petit bout, tu vois. Donc le risque qu'ils se mettent à fabriquer juste la partie dont ils ont besoin, eh ben, il est pas négligeable du tout. Ouais. Entre parenthèses, on l'avait fait le 8 novembre, Ah, tu vois, l'enregistrement sur les agents IA. on est bon, hein. Mais pas mal. Enfin, On est moi, je bon. viens de vraiment comprendre. Je pense que je l'ai fait avec toi le 8 novembre. Il m'a fallu 6 mois vraiment pour comprendre la puissance des agents. Mais le Sans les truc, programmer, tu vois ce que je veux dire? ouais, ouais. C'est que vraiment, tu arrives clé en main et puis tu n'as besoin d'aucun background technique. Mhm. Je crois que c'est ça la Ouais. révolution. Enfin, moi, j'utilise Replit, comme je t'ai dit. C'est Mais absolument génial. Lovable, Replit, tous ces trucs. Allez-y, essayez, faites-vous un compte, osez. et c'est pas Allez-y. cher, hein. Enfin, Mhm. Replit, tu as une version gratuite et après, Ouais, si tu payes, genre, c'est 25 balles par mois. ouais. C'est vraiment. Enfin, les Ah coûts bah, sont par tombés rapport à de engager dingue. une équipe de développeurs que tu payes des milliers et des milliers, c'est clair que c'est un autre monde. C'est ce que disait Sam Altman et puis Mhm. enfin, d'autres personnes aussi qui sont dans les startups, c'est que maintenant tu vas avoir plusieurs boîtes, enfin des licornes, une valorisation de plus Ouais. d'1 milliard avec un seul employé. Ben, on C'est prie pour pour tout ça, c'est ça, nous. toi. Ah, les rires! Non, mais oui, ce qui est génial, c'est que maintenant, c'est more power to you pour tout le monde. Il faut Ouais, juste s'autoriser. Maintenant, les gens ont le droit, en fait, de prendre des business et d'essayer. En fait, c'est permis, quoi. Les outils sont là. C'est plus un machin où il faut avoir fait 458 écoles, et consacrer 15 ans de sa vie à apprendre un langage de programmation absolument abscon et
plus ou moins obscur. Maintenant, on peut y aller, en fait. C'est l'imagination au pouvoir. C'est mai 68, mais en vrai. Et justement, pour rebondir sur Meta, je sais pas si tu as vu, il y avait une annonce d'une ancienne employée qui s'appelle, attends, je t'ai dit, une ancienne cadre, Sarah Wine Williams, Ouais. qui a été interviewée donc, au Sénat américain. Et elle dit que Zuckerberg et puis Facebook seraient en lien très étroit avec la Chine et qu'ils ont développé des outils de censure. Ils ont donné des données d'Américains au Parti communiste chinois et même un coup de pouce à l'IA chinoise. Donc, Zuckerberg, il est en train de passer un peu pour un traître à la nation. Je sais pas si tu as vu, Ouais. Alors, si t'as vu ça. j'ai pas suivi cette affaire, parce que je trouvais que c'était pas très, très, très intéressant. Pourquoi? Parce que, bon, tu as une société comme Meta qui fait, je sais pas quel chiffre d'affaires, mais ils doivent faire un chiffre d'affaires qui est de l'ordre de grandeur de bien plus d'1 milliard par mois, tu vois. C'est une boîte qui est absolument colossale et gigantesque. Alors après, quand tu as une boîte qui a cette taille et ce niveau d'argent, d'accord, que tu dois faire des compromis, en fait, si tu veux pouvoir vendre tes produits en Chine, c'est absolument évident. D'accord? Ils se sont pliés, en fait, à la réglementation chinoise et je ne sais pas ce que voudraient les gens. Les gens, ils voudraient quoi? Que Facebook, ils aillent pas prendre du revenu en Chine? Ça m'a pas l'air très raisonnable. Et après, je ne dis pas du tout qu'en fait, leur décision, mais je ne connais pas le fond, donc je ne veux pas commenter ça, mais est-ce que Facebook s'est dit, ben, on va faire un petit compromis en Chine pour avoir du business? C'est assez probable. Ça s'appelle faire fonctionner une entreprise. Maintenant, je pense que la question qu'il faut se poser, il y en a deux. La première, c'est est-ce que les concurrents de Facebook, ils n'ont pas fait de même? C'est absolument évident. Et puis la deuxième question qu'il faut se poser, c'est pourquoi en fait on parle de cette affaire maintenant? Et ça m'étonnerait que ce soit tout à fait par hasard, parce que je note une surprenante concordance des temps. Ce que Trump est en train de faire, c'est qu'il est en train d'essayer de s'opposer à la montée en puissance, à mon avis, inévitable de la Chine. Et donc, tout d'un coup, la Chine, c'est pas nos copains. Et ça a commencé longtemps avec Obama qui parlait du pivot vers le Pacifique. Mais disons, c'est pas très nouveau. Mais maintenant, les choses s'accélèrent. Et puis, Trump, il appuie sur les gaz pour essayer de décoller les États-Unis de la Chine. OK. Et puis, évidemment, d'embêter la Chine pour qu'il se développe moins vite. Bon, ben voilà, c'est le chef de l'État américain, enfin de la nation américaine. Il a été élu, il décide de faire ça. Très bien. Et comme par hasard, au moment où en fait on essaie que les États-Unis essaient de se décoller de la Chine, chose qui est très difficile parce que la plupart des biens de consommation ils sont produits en Chine, donc good luck with that. Je ne pense pas qu'ils vont y arriver. Et j'espère qu'ils ne s'en sépareront pas parce que ça évitera peut-être la guerre. Et du coup, au moment où tu veux te séparer de la Chine, comme par hasard, en fait, on parle en fait d'une espèce de deal dont on n'a pas beaucoup de détails, qu'une immense entreprise américaine qui fait en partie la richesse de la nation américaine aurait fait avec l'État chinois. Mais je ne suis pas surpris qu'il l'ait fait déjà. Et puis, deuxièmement, je note que c'est très étrange qu'en fait, ça sorte maintenant. Et à mon avis, c'est une espèce de manière de taper sur les doigts de Meta, qui n'avait pas monstrueusement soutenu Trump, et puis d'indiquer en fait aux entrepreneurs, aux hommes d'affaires et à nous aussi, qu'en fait, si un jour on travaille avec la Chine, eh ben, on risque d'avoir des problèmes. Si tu veux, en creux, c'est le message. Imagine que nous, maintenant, on fasse un carton, on monte, c'est Lime 4.0, tout le monde nous veut, on va à Shanghai et les mecs du Politburo, ils nous disent bon, ben les gars, voilà, on peut faire un joli deal, mais il va falloir arrêter de parler de tel et tel sujet. Et ils mettent un gros chèque sur la table, ou c'est pour développer notre boîte. Je ne suis pas sûr qu'on dirait non. Tu sais, de critiquer quelqu'un qui a fait ça
faut jamais avoir été aux manettes pour penser qu'en fait, toi et moi, à titre personnel, on est tellement au-dessus de ça. Tu vois, je crois que c'est un peu bête. On peut le souhaiter, moralement, c'est complètement OK d'essayer de tendre vers un truc, une pureté, où en fait, on serait pas du tout intéressé ni par l'argent, ni par le succès. Mais enfin, la Chine, c'est la première économie du monde, c'est l'économie, la plus grosse économie qui est en croissance. C'est quand même le centre de gravité de la création de valeur. Ils sont extrêmement innovants, ils sont bons dans la tech, ils sont en train de rattraper les États-Unis. Ignorer la Chine, c'est quand même chaud. Et puis éthiquement parlant, c'est pas faux. C'est du business dans l'absolu. C'est pas traître à la nation, c'est qu'il a développé du business. Mais par rapport aux États-Unis, ça peut être critiquable. Ça dépend ce qu'il a fait en détail. Mais si tu veux, je pense qu'en fait, avant de se prononcer sur quelle décision il a prise, comment, etc., ben, c'est d'ailleurs pour ça que la justice existe, parce que le processus d'arriver à savoir, c'est quelque chose. Quand tu diriges une entreprise, tu n'es pas là pour être moral, tu es là pour respecter la loi. C'est pas du tout la même chose. Ouais, justement. Hein? Mais Jensen Huang, il a dit la même chose. Il a dit, nous, on est en Chine depuis 20 ans, on restera en Chine, et puis voilà, quoi. Ouais. Et je pense qu'il a raison. Donc, si tu veux, je ne sais pas en fait ce qui s'est passé avec cette dame. J'espère qu'elle n'a pas trop souffert. Voilà, mais c'est bien évident que tu ne montes pas une boîte comme Meta en Chine sans faire des compromis, tu vois, et dans la légalité, mais au niveau de la morale ou de la moraline, c'est peut-être pas nickel. Voilà, je ne dis pas que c'est bien, j'en fais pas l'apologie, mais c'est comme ça que marche le monde. Et d'ailleurs, pour donner un autre exemple qui fait la différence entre le business et la morale, si tu es propriétaire d'un appartement à Genève, d'accord, et que tu as des locataires qui te payent un loyer, si tout d'un coup, ils ne te payent pas pendant, je ne sais pas, 2 ans, et toi, tu payes toujours ton hypothèque, etc., etc., au bout d'un moment, bah, tu mets en place des procédures et tu les expulses, tu les fais partir. Ouais. On va te dire, mais quand même, Younes, c'est pas très chic. Il faudrait avoir le droit d'être. Ben oui, mais toi, tu as aussi des contraintes parce que tu payes aussi cette hypothèque, puis tu as peut-être besoin de ce revenu pour vivre et nourrir ta famille. Donc, c'est un peu facile de dire ouais, faudrait pas, il y a qu'à, faut être plus généreux. C'est facile d'être généreux avec l'argent des autres, mais les gens, ils doivent s'en sortir. Donc, je ne serais pas pour les juger trop rapidement. Moi, je n'ai pas d'admiration pour la société Meta d'un point de vue moral, mais alors du tout. Et je pense qu'ils ont fait un truc beaucoup plus grave, c'est qu'ils savaient que les réseaux sociaux, ça posait des tas de problèmes aux jeunes et que je pense que ça, ils n'en ont pas beaucoup tenu compte. Et ça m'a l'air plus grave parce que ça a probablement prétérité la vie de plus de gens. Alors, j'en reviens au propos. Là, maintenant, tout d'un coup, ça se tend avec les tarifs entre Trump et les US et la Chine. D'accord? Trump, il est en mode attaque. Les Chinois, ils étaient préparés, ils répondent. On verra comment ça évolue. Et bim, on envoie une grande claque sur les doigts à Meta. Ben, nous, si demain on a du business aux États-Unis puis qu'on se dit, ben voilà, on va faire un deal en Chine, il faudra bien qu'on réfléchisse. Parce que le message, c'est attention les gars, choisissez votre camp. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Parce qu'on est dans le prolongement de cette guerre économique, en fait. Ouais. Les tarifs, c'est un coup de plus sur l'échiquier. Et justement, toi, tu avais fait un article avec Xavier Comtesse dans l'AGFI. Et je trouvais ça intéressant, en fait. Enfin, il y en a un deuxième qu'il avait sorti où il disait qu'au niveau technologique, les États-Unis avaient perdu. Donc, en termes de patentes, etc. Et que justement, les tarifs, c'était pour essayer de limiter ça. Et vous en avez fait un deuxième sur les tortues de Galapagos. Ouais, c'était le syndrome des Galapagos. Alors, on peut expliquer au moment où Trump il a mis en place ses tarifs, on discutait avec Xavier, puis on s'est dit, mais c'est lui qui m'a parlé de ce mot, en fait, les îles Galapagos. Je ne sais pas si certains des auditeurs ou des auditrices ont eu la chance d'y aller. Moi, j'y suis jamais allé, mais c'est une île tout à fait particulière où Darwin, le biologiste, celui qui a été le premier à parler de la théorie de l'évolution, il a vu en fait des espèces d'oiseaux, les iguanes, qu'on ne trouvait que sur ces petites îles qui s'étaient séparées du continent il y a longtemps. Et du coup, comme ces espèces animales, elles ont vécu en autarcie, elles se sont développées en fonction de leur écosystème et complètement adaptées, mais elles ne pouvaient pas survivre ailleurs.
Et l'idée, et ça s'appelle le syndrome des Galapagos, c'est-à-dire que si tu es privé du monde et que tu vis en autarcie totale, en fait, tu te suradaptes à un écosystème, en fait, à un environnement qui est beaucoup plus restreint, réduit, et du coup, tu développes à long terme des caractéristiques qui sont suboptimales d'un point de vue global. Mais aujourd'hui, l'innovation des produits, des services, etc., c'est un truc qui est global sur toute la planète. Donc, en fait, si tu mets en place des tarifs, donc des barrières douanières immenses, qui, par exemple, empêchent les automobiles électriques chinoises d'arriver aux États-Unis, bah, tu vas continuer avec tes vieilles bagnoles, un peu comme les Trabants en ex-Allemagne de l'Est. Mmh. Moi, je me rappelle, je suis allé en voyage d'études en Hongrie juste après la chute du mur. Ok. Et là, il y avait des Trabants partout, donc des moteurs 2 temps. Vous savez, les petites mobylettes qui font de la fumée, là, bah, des voitures qui étaient comme ça. C'était le Far West, hein, un truc de fou. Et quand tu arrives dans un pays qui a été mis de côté du reste du monde, qui développe d'autres caractères, c'est pas forcément grave. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'en termes d'innovation, tu te stérilises. Parce que l'innovation, c'est confronter les idées, c'est avoir des gens qui viennent de cultures différentes, qui ont d'autres, c'est être ouvert sur le monde. Ça ne veut pas dire oublier qui on est, hein, mais on peut très bien être en lien avec le Japon, avec le Middle East, avec les États-Unis, avec le Canada, avec le Brésil, et savoir qui l'on est sans disparaître, sans se fondre dans la masse. Mais il y a une grande joie et puis une grande fertilité en fait au mélange. Et du coup, je pense que c'est ce qui fait en fait l'innovation, ce qui fait que les boîtes sont performantes. Et là, la Suisse, elle est bien placée parce qu'avec le franc fort, les entreprises, elles sont obligées de toujours essayer de tendre vers l'excellence. Donc ça fait le tri en continu. Et comme on est exposé au vent violent du commerce mondial, on est obligé d'être bon. Et quand on est trop protégé, en fait, on s'endort, on se ramollit, on se rabougrit, on devient mou du genou. Mmh. Et Ouais. le risque, c'est que les États-Unis, érigeant des barrières douanières énormes, s'ils le font, ça ne va pas se passer en un mois ni en une année, mais à terme, si on regarde les choses dans une décennie, toutes les voitures sont produites aux États-Unis, imaginons, eh ben, il y a plus, comme les Américains ne peuvent produire que des voitures qui sont là, il n'y a plus de raison d'innover. D'accord? Donc, elles vont devenir moins performantes de la même manière qu'en fait, dans les pays de l'Est, avant la chute du mur, il n'y avait que des Trabants, de vieilles bagnoles complètement inefficaces et assez dangereuses, bien que chou, mais quand même pas terrible. Et du coup, bah, le jour où les frontières se sont ouvertes, en fait, toutes ces voitures ont disparu parce que c'était beaucoup trop ancien. Donc, en fait, si tu te mets dans une situation similaire à celle des îles Galapagos, ben, tu t'enfermes dans un monde qui ne te forcera plus à évoluer pour être compétitif à un niveau global. Et ça, c'est dommage parce que le grand truc des Américains, c'est d'être fort en innovation. Ouais. Tu vois? Mais ils l'ont perdu. Ils l'ont perdu déjà un petit peu avec, par rapport à la Chine. Moi, je dirais pas ça. Je pense qu'ils ont un concurrent. C'est pas la même chose. C'est, si tu veux, les États-Unis, c'était le Real Madrid, et puis tout d'un coup, tu as le Barça. Mais ça ne veut pas dire que le Real sont devenus mauvais. Ouais, Avant, les États-Unis, ils étaient un peu comme le PSG en France. c'est vrai. Bon, là, D'ailleurs, on encourage le PSG, attention, hein. bah, bien sûr qu'on encourage le PSG, mais si J'espère tu qu'ils veux, vont passer. il y avait le PSG et les autres. Puis le titre du journal, c'est le PSG a perdu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce Ouais, c'est vrai. possible? Et les États-Unis, ils étaient un peu dans cette position où en fait, ils innovaient, ils étaient en avance, etc., etc., etc. Et puis Ouais, avec le full temps, domination, quoi. voilà, total. Et puis en fait, avec le temps, en fait, maintenant, on n'est plus dans un championnat de foot où il y a une équipe qui domine de la tête et des épaules, d'accord? Mais on est dans un championnat où en fait, eh ben, Tours, ils sont pas mauvais, Bordeaux, ils s'en sortent, etc., etc. Puis tu commences à avoir toute une série de concurrents, d'accord? Mm. Bah, un grand pôle de compétition, c'est évidemment la Chine. Ils sont très, très forts. Et je ne sais pas pourquoi on devrait se dire qu'en fait, en Chine, ils sont brillants, ils forment beaucoup d'ingénieurs, ils sont forts, 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 forts. Donc, il y a aucun problème avec ça. Les Européens, ils font des Airbus, ils savent faire des tas de choses compliquées, etc., etc. Donc, c'est aussi un autre pôle de compétitivité. Vas-y.
Alors attends, maintenant tu parles des Européens. Donc j'aimerais te donner un peu le contexte. Donc ce qu'on a vu, ça me fait marrer, hein. Donc Keller Sutter qui est parti négocier pour la Suisse en solo. Giorgia Meloni qui est parti aussi négocier en solo. Tu as les patrons du CAC 40 et notamment Bernard Arnault qui a envoyé péter un petit peu l'Europe et Macron qui leur dit il ne faut pas investir aux États-Unis, qui ont dit voilà, en gros, il faut arrêter l'Europe. Et puis, le troisième point, c'est von der Leyen, Trump qui refuse de faire venir von der Leyen, donc la présidente de la Commission mais tu sais européenne pourquoi? aux États-Unis. Mais alors déjà… C'est un peu malade ce qui se passe, à part ça. Bah, oui et non, si tu veux, alors plusieurs commentaires. Le premier, je dirais, c'est que bon, bah, voilà, Donald Trump, il l'avait un peu annoncé, mais c'est quand même assez sportif, hein. D'habitude, en fait, les négociations entre États, c'est un peu plus feutré. Et je crois que c'est Dominique de Villepin qui disait, je ne veux pas lui attribuer ça, je ne suis pas sûr, mais j'ai beaucoup aimé sa remarque. En fait, il disait, bah, enfin, je ne sais pas si c'était lui, mais un politicien de haut rang en France qui disait, mais ne croyez pas que les rendez-vous entre États à titre privé sans journaliste, c'est toujours très cordial. Ça peut être très, très dur. D'accord. Ceci dit, les us et coutumes, c'était qu'en public, dans les grandes conférences internationales, en fait, du théâtre un peu. Ouais, voilà, en fait, on écrit le communiqué et puis après, il faut faire un communiqué, puis tout le monde signe, parce que sinon, tu as vraiment l'air d'une tange si tu n'as rien à produire à la fin. Alors, tu annonces un truc, tu vois. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que les gens ne se battent pas, si tu veux. Et moi, je suis toujours très content que ce soit des diplomates qui se battent, parce qu'ils se battent avec une plume, un stylo et la parole. Et c'est bien mieux que les canons. Ça fait moins de morts. Donc, imaginons en fait que cette pesée d'intérêts mutuels et puis cette négociation, elle ait lieu en fait dans un débat extrêmement houleux. Ben voilà, c'est bien, ils deal, quoi, ils le font, ils sont professionnels. Donc, l'habitude, c'était de ne pas dévoiler en fait ces tensions de manière publique. Et moi, je pense qu'un des points, c'est qu'en fait, là, il y a une espèce de, ben voilà, on va vous indiquer ce qui se passe. Et on le fait comme ça sur la place publique. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est pas bien, mais c'est un changement. On peut le noter. Mais je ne suis pas certain, en fait, que les échanges internationaux soient devenus moins cordiaux. Ils sont peut-être juste plus publics. Ouais. D'accord. Ensuite, Corinne Keller-Souter, ben, j'espère bien qu'elle est allée négocier le bout de gras. Elle l'a fait avec succès. Son job, c'est de défendre la Suisse. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est partie en solo. C'est qu'elle n'a pas attendu. Bon, on n'est pas membre de l'UE. Ben, j'espère bien Mélanie, qu'elle y est allée elle en est partie solo. aussi. Mélanie, elle est partie en solo comme ça. Mais c'est normal, parce que en fait, et Keller-Souter et Mélanie, elles réfléchissent à ce qu'elles sont, le mandat pour lequel elles ont été élues. L'Europe, elle n'existe pas d'un point de vue géopolitique. On en parle, mais c'est comme de parler de ce futur copain Paul qu'on n'a pas encore rencontré. Tu vois, il y a une volonté de construire une Europe fédérale ou confédérale et puis d'essayer de négocier au niveau européen. Mais la réalité, c'est qu'en fait, ce sont les États en fait en Europe qui tiennent le stylo et les canons. Donc, voilà, moi je pense que Mélanie, elle a très bien fait de le faire pour l'Italie et je ne pense pas qu'elle prétérite l'Europe parce qu'en fait, cette espèce de superstructure, elle n'existe pas encore. Donc là, on joue avec des concepts qui n'existent pas, pour lesquels les Européens n'ont pas voté. Je trouve que c'est plutôt scandaleux en fait. On peut en parler à titre intellectuel, tu vois, de l'Europe puissance. Mais la réalité, c'est que les gens, comme on l'évoquait avant, ils vont faire leurs courses et puis qu'ils ont moins de sous. Alors, il faut faire en sorte que ça joue. Donc, Keller-Souter, elle a très bien fait. D'ailleurs, ça a été couronné de succès. Mélanie, je ne sais pas ce qu'elle a en tête, mais bon, ben voilà, elle essaie de tirer son épingle du jeu et tout le monde est en train de faire ça. Il n'y a que les Européens qui sont là comme des dindons à dire non, 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 n'y allons pas. Enfin, les Européens, c'est la France. La France avec Macron qui est à fond derrière von der Leyen, qui, comme je le rappelle, a toujours pas été invité par Trump et ça la rend dingue. Mais il a raison. Il dit, moi je comprends parfaitement. Il se dit, mais je vais pas dealer avec elle, elle peut rien décider.
Enfin, elle décide de ce que disait Bernard Arnault et nous, on parlait au début, l'idée du podcast, c'était de parler que d'innovation. Puis après, quand on a vu que vraiment l'Europe mettait des bâtons dans les roues, et lui, c'est ce qu'il a dit aussi, Bernard Arnault, c'est que ils sont là que pour rédiger des lois qui t'empêchent de faire du business. Et puis après, moi, je suis entièrement d'accord avec lui. En fait, c'est une espèce de poule sans tête qui s'attache à fabriquer du droit. Et en fait, à l'ère de l'IA, la seule chose qu'ils auront produit, c'est des bouteilles d'eau où tu peux plus enlever la capsule. Formidable. Et je pense que moi, je suis assez sévère avec l'Europe. Je pense qu'en fait, elle est en train d'exploser. Qu'en fait, les États-nations vont se recentrer sur eux et c'est du blabla de croire que tout d'un coup, porté par je ne sais quelle grâce de compréhension des intérêts communs, on allait négocier tous ensemble parce qu'en fait, l'Allemagne, l'Italie, enfin, disons, la France, l'Italie, l'Espagne, on peut dire ils pourraient arriver à trouver une espèce d'intérêt géopolitique commun, mais l'Allemagne n'a pas les mêmes intérêts. La Pologne n'a pas du tout les mêmes intérêts. Donc, d'aligner ça, je ne vois pas comment ça va être possible. C'est une dinguerie de croire que. Si on est trop. Tu vois, le job d'un politicien, c'est de tenir les deux bouts de l'élastique. Donc, il y a le réel qui cogne et qui fait mal, et puis il y a le projet commun vers lequel il faut qu'on tente collectivement. Donc, je ne dis pas qu'il faut parler que de faire de la gestion à la semaine, mais il y a un moment où quand tu as changé de dimension, plus personne te suit. Et d'ailleurs, on voit, et ça fait des années que ça ne marche pas, et puis c'est simplement l'inefficacité, ça ne fournit aucun résultat. Et cette impossibilité, en fait, d'aligner les peuples européens sur un avenir commun, parce qu'en fait, encore une fois, la Pologne, elle n'a pas du tout les mêmes intérêts que l'Allemagne ou que la France. Et moi, puis je te ça, en rejoins. fait, voilà, on n'y peut rien. Donc, je pense que Trump, il a simplement dit, bah, écoute, Madame von der Leyen, je suis désolé, j'ai un agenda trop chargé, tu vois. J'ai pas le temps de vous recevoir parce qu'en fait, il doit Je pense qu'il lui a dit, Madame von der Leyen, vous êtes surtout pas élue démocratiquement. Je sais pas, je Vous n'avez pense rien à voir et puis je peut-être, vous reçois pas. Je pense qu'il a peut-être, été mais direct là-dessus aussi. Hein. je suis même pas sûr. Je pense Connaissant le que personnage. non, il doit quand même être bien busy. Il faut quand même qu'il joue au golf de temps en temps. Donc, si tu veux, il trie un petit peu. Il doit quand même avoir un gros agenda. Hein. Là, en plus, Non, mais c'est maintenant, pas sa comme. priorité. Enfin, c'est quand même, entre guillemets, hein, sur le papier, la présidente de l'Union européenne et il la reçoit pas pour négocier, Mais parce négocier que. les tarifs. Mais c'est Donc, pas ça elle veut qui dire qu'elle a décide. aucun, voilà, elle les décide pas, elle a aucun intérêt pour lui Ouais. et que en même temps, ça démontre que, enfin, l'administration Trump, ils veulent pas d'une Europe sous cette forme. Mais ils n'ont aucun intérêt. Parce que, s'il veut, l'intérêt de Trump, si tu peux discuter et négocier seul à seul avec le Portugal, et ensuite seul à seul avec la Turquie, puis ensuite seul à seul avec la Pologne, tu vas faire de bien meilleurs deals C'est que clair. s'ils discutent de 27 pays d'une même voie. Tu es d'accord? Ça sera plus rapide aussi. Ouais, mais l'intérêt des Américains, c'est de diviser. C'est pas d'unir les Européens. Et c'est la faute des Européens s'ils ne sont pas unis, parce qu'ils ont, à mon avis, c'était un projet politique qui ne pouvait pas aboutir, mais si tu veux, comme ils n'ont pas réussi en fait à avoir une vision commune qui pourrait, le cas échéant, défendre et de mettre en place un système politique démocratique qui permette à chaque pays, comme les cantons en Suisse, chaque pays d'être représenté, etc. Mais je pense qu'ils ont des intérêts trop différents, ça n'arrivera pas. Et du coup, en fait, Trump, il n'a aucun intérêt, à perdre du temps avec Madame von der Leyen, parce qu'à la fin, ce n'est pas elle qui tranche. Donc de discuter avec un porteur d'eau, ça n'a pas d'intérêt. Et la deuxième chose, c'est que ça le met dans une position de négociation qui est moins bonne. Parce que si tu discutes d'un seul geste avec 27 pays qui sont un marché commun absolument gigantesque, où chacun séparément, ce n'est pas du tout le même deal. Donc, je suis étonné qu'on soit étonné. Ouais, c'est vrai. Et pour aborder juste la question de la Chine, tu penses qui est-ce qui freak out, qui est en train de péter un plomb? C'est Trump ou c'est Xi Jinping là? Franchement, c'est un mystère pour moi. J'observe ça avec passion et délectation. Je trouve ça fun. Si tu veux, il se passe des trucs.
Maintenant, alors, on entend un peu des bruits de bottes où tu as des généraux américains qui expliquent que d'ici telle et telle année, il va y avoir une inévitable guerre entre la Chine et les États-Unis. J'espère de tout cœur, mais de tout cœur, qu'en fait, on n'en arrivera pas aux mains, n'est-ce pas? Ouais. C'est la chose à éviter. La guerre, c'est le pire, d'accord? La guerre économique, c'est naze, mais c'est bien moins pire que la guerre tout court. Je ne dis pas que la guerre économique, ça ne fait pas des morts aussi, hein, en second ordre, mais c'est quand même moins pire. Et puis la vérité, c'est qu'en fait, les États, ils n'ont jamais cessé de se mener une guerre, on va appeler ça une compétition économique. Et ce qu'il faut, il faut écouter un gars comme Jeffrey Sachs, il dit, ben, si vous voulez avoir un pays prospère, il faut bien vous entendre avec votre voisin, il faut éviter la guerre, il faut trouver des compromis, etc., mais il faut dealer en fait avec les gens. Et moi, j'espère en fait que l'économie américaine et l'économie chinoise, ils sont tellement entremêlés qu'ils ne pourront pas en fait se taper dessus ou pas trop durement. Donc, je pense qu'il y a une bonne chance en fait que ce ne soit que des rotomontades. Tu sais, un petit peu comme tu as déjà vu les petits chiens dans la rue, ils sont tout le temps en train de crier, ils te menacent sans arrêt de te bouffer le mollet. Ouais. Tu es d'accord? Ils sont comme ça, on les appelle des roquets d'ailleurs. Et bon, un gros pitbull, il dit rien, parce qu'il est respecté, mais direct. C'est vrai. Tu es d'accord? Il n'a pas besoin de s'énerver. Et quand tu es le patron, tu as besoin de t'énerver. Donc en fait, je pense qu'en fait, on assiste à de manière publique, et ça c'est nouveau, à des rotomontades. Je ne suis pas sûr que les uns et les autres sachent exactement ce qu'ils sont en train de faire, mais enfin, ils sont dans un essai. Et moi, tant qu'il n'y a pas de canon, je trouve ça plutôt marrant à regarder. Je comprends pourquoi les Américains, ils essayent de conserver leur place de premier. Enfin, je veux dire, on peut quand même pas leur dire non, mais les mecs, il faut passer la main là. C'est plus Ouais. votre tour. Ils peuvent pas. Et je comprends aussi pourquoi la Chine se dit, ben les mecs, maintenant, c'est à nous. Tu vois, c'est nous qui allons prendre la place du leader. Et ce que je souhaite, mais alors ardemment, c'est qu'on fasse une grande élévation de conscience collective, puis qu'on se dise, ben maintenant, il y a plusieurs joueurs, on n'est pas obligé de tous se mettre dessus pour retrouver ensuite, parce qu'inévitablement, c'est ça qui arrivera après un éventuel conflit, pour qu'on retrouve un vivre ensemble qui soit OK. Je suis pour skipper cette espèce de stade de la violence, si tu veux. Maintenant, est-ce qu'on aura collectivement, les Européens ne joueront aucun rôle là-dedans, mais est-ce qu'on aura collectivement la sagesse et l'élévation suffisante pour en fait se rendre compte qu'après la guerre, il y a toujours une discussion et puis qu'on pourrait avoir cette discussion tout de suite et d'éviter les morts? Ben, je le souhaite, mais on verra. Peut-être qu'il faudra encore une bonne grosse guerre pour qu'on apprenne, j'en sais rien. Ouais, je pense que les Américains, le problème, c'est que par rapport aux Européens ou aux Chinois, ils ont un peu cette envie de toujours d'avoir un monopole, en fait. Ils peuvent pas te laisser avoir une part du gâteau et tout, tu vois. Ils veulent vraiment tout rafler. Ouais. Et c'est ce qui se passe avec la Chine, en fait. Ça les dérange qu'ils sont en train de devenir meilleurs que Ça. Tesla, qu'ils vont envoyer des gens sur Mars et tout. Et avoir deux grosses forces qui cohabitent, ça leur pose un gros problème. Ouais, mais on pourrait souhaiter pour l'avenir de l'humanité qu'en fait, je sais pas, il y a combien de pays dans le monde? 200 à peu près, ordre de grandeur. Ouais. Que ces 200 pays soient tous prospères et heureux. Ouais. Mais les Ah, Américains, c'est pas ça. Eux, les Américains, c'est des experts en putsch, en déstabilisation, en ouais. guerre. On voit le bordel Mais il qui faut voir les États-Unis comme un adolescent. Et en fait, c'est un pays qui a 200 ans. Tu vois? Excellent. En gros, ils ont 14 ans, ils viennent de boire un verre de vin pour la première fois, et puis ils sont tout énervés, et puis c'est plus eux. C'est comme un jeune qui serait au foot, qui était le meilleur avant-centre parce qu'il était un peu plus costaud, puis tout d'un coup, il faut se mettre à bosser. Donc, à terme, si tu veux, on va arriver vers ce niveau de sagesse qui nous permettra de comprendre qu'en fait, le bonheur de l'autre, c'est aussi le sien, le nôtre. C'est cet altruisme égoïste ou cet égoïsme altruiste. Moi, je ne suis pas du tout inquiet à long terme.
on va y arriver. Mais là, maintenant, on est dans une période un peu chaudasse et puis c'est simplement qu'on assiste à ces rotomontades, à ces combats de coqs. Et puis Trump, c'est quand même un personnage. Donc, en fait, waouh, au moins, c'est entertaining. C'est vrai. On verra bien comment ça se passe. On verra. Soyons optimistes. Pascal, je te remercie. Toujours un C'est moi. plaisir. Et ciao. À tout vite, Younes. Ciao.